Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Amina se livre à travers un témoignage aussi doux qu'instructif. Issue d'une famille tunisienne musulmane, Amina raconte ce que cela signifie de vivre une double vie. Mentir à ses parents pour préserver sa liberté et mentir à ses amis pour protéger sa famille des jugements. Entre loyauté, peur de décevoir et besoin d'être soi-même, son témoignage met des mots sur une réalité que beaucoup connaissent, mais que peu osent raconter. Merci Amina pour ce témoignage honnête et nuancé. Un grand bravo et bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Amina, j'ai 29 ans et je suis née en France dans une famille tunisienne. Mes parents sont nés en Tunisie, donc ils ont vécu en Tunisie, jusqu'à, l'âge de, 20-25 ans et puis ils sont arrivés en France et mon frère et moi, on est nés ici, on est nés en France. J'ai un grand frère, de, 31 ans et puis c'est tout. On est une fratrie de 2. On a toujours, été très proches de notre famille avec mon frère, mais autant notre famille, proche que notre famille, qui est restée en Tunisie. Le reste de notre famille est resté en Tunisie. Mes cousins sont arrivés, tout récemment en France, ce qui fait que j'ai de plus en plus de famille en France. Mais, la grande majorité de ma famille est restée en Tunisie et on a toujours été très proches du reste de ma famille aussi parce que, mes parents, depuis qu'on est tout petits, 2 fois par an, organisent un voyage pour aller en Tunisie pour retrouver la famille. On a grandi comme ça et on a toujours été, très proches de la famille et aussi, dans un environnement, comment dire? On a toujours baigné en fait dans la culture, tunisienne et la culture musulmane, autant ici, qu'en Tunisie par justement les voyages, qu'organisaient mes parents pour qu'on comment dire? Pour qu'on ne se sente pas déracinés en fait, c'était un peu l'idée. Et par rapport à la place, de la religion dans notre famille, je dirais que, ma mère, est très croyante, très pieuse, contrairement à mon père. Mon père qui est arrivé, lui, beaucoup plus tôt en France, qui a eu le temps de se défaire un petit peu de tout ça, de se rendre compte que c'était avant tout un héritage culturel, en fait, et qui a même, un jour dit, «Je suis musulman parce que je me suis réveillé et qu'on m'a dit que j'étais musulman». Oui. Mais attention parce qu'il y a pas trop le droit de dire ça. Voilà, donc il y a ma mère dans le coin qui le regarde et qui lui dit d'arrêter et disons que c'est ma mère, hein, qui resserre un petit peu, je dirais les boulons et qui impose que, malgré tout, on soit une famille, musulmane, comme traditionnelle, malgré le fait qu'on habite en France. Donc c'est un peu ça nous notre rapport avec la religion. Mes parents sont pas très conservateurs, mais en fait, je dirais que ça dépend des sujets, tout simplement. Ça dépend des sujets. Ça veut dire que j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir grandi dans une famille hyper conservatrice, encore moins intégriste. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une famille, différente quand même, de celle, de, mes amis, français, athées. Mais pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir été, trop bridée ou trop, avoir été dans une famille, oui, conservatrice pour le coup. Bah, alors moi, depuis que enfin, je me rappelle, avoir, comment dire? Avoir été, destinataire en fait de, tout ce qui était en rapport avec la religion, depuis que je suis toute petite. Donc depuis que je suis toute petite, mes parents ont essayé de me transmettre tout ce qui est en rapport avec la culture tunisienne. J'arrive pas trop à faire de distinction entre la culture tunisienne et la religion, en fait, hein. Pour moi, les 2 sont imbriqués et très vite, enfin, très tôt dans ma vie, j'ai été du coup on m'a transmis tout ce qui est en rapport avec la religion, avec la culture tunisienne. On m'a transmis ça, de base comme enfin, on m'a expliqué ce en quoi je devais croire et puis on m'a expliqué aussi ce que je devais faire, mais très rapidement parce que j'étais jeune donc principalement c'était, relatif aux piliers, aux 5 piliers de l'islam. Mais des nouveaux sujets ont émergé cette fois quand j'ai grandi en fait, hein, tout simplement quand j'ai évolué aussi bien physiquement que mentalement, quand je suis, passée de enfant à adolescente, jeune femme. Et c'est là que, j'ai découvert, une religion un petit peu différemment, un petit peu comme un dispositif d'interdit.
Globalement, c'est l'idée. Un dispositif d'interdit de bon, aujourd'hui, je suis capable de le dire, avant j'étais pas trop capable de le voir comme ça, mais comme un dispositif de domination, de différence, de distinction en fait, hein, entre femmes-hommes, entre femmes musulmanes, femmes athées, enfin, globalement, j'avais l'impression d'être différente de tous. Donc, on m'a présenté ça comme ça, sans pour autant m'expliquer les fondements de toutes ces interdictions. Alors peut-être que les choses auraient été différentes, je suis pas sûre, mais en tout cas, bon voilà, moi on m'a expliqué ça, enfin on m'a décrit ça sans m'expliquer, alors que, j pour le coup, j'ai toujours été, je veux dire que enfin j'ai toujours aimé comprendre avant toute chose. J'ai toujours été, assoiffée d'explications et pour le coup, sur la religion, j'ai cru comprendre que, on n'explique pas, en tout cas très peu, on ne discute pas non plus, on ne remet pas en cause et tout de suite, moi, j'ai eu un problème. Parce que vraiment, depuis que je suis toute petite, je demande des explications sur tout et donc oui, tout de suite, j'ai eu un souci avec le principe même, avec le concept et disons que mes parents, enfin surtout ma mère, très tôt aussi, m'a du coup, enfin explicité tous ces dispositifs d'interdit. Par exemple, par rapport, aux vêtements. Tout simplement. Alors évidemment, on m'a jamais, imposé, le voile ou quoi que ce soit, mais sans m'imposer le voile, on m'a quand même, expliqué que moi, en tant que femme, je pouvais pas enfin, je devais quand même me comment dire? Pas me cacher, mais je devais, en tant que femme «respectable» entre guillemets, je devais pas porter, des habits moulants, pas porter, de décolleté, en somme, je devais pas faire comme mes copines. Voilà. Qui, elles, découvrent leur corps, qui veulent s'apprêter, qui veulent se maquiller. Pour le maquillage, par exemple, j'ai jamais eu de difficulté, mais en fait, les interdictions ne venaient pas que de mes parents, elles venaient aussi de ma famille un petit peu plus éloignée, notamment mes oncles et j'ai déjà assisté à une scène terrible pour, une jeune ado, où mon père se faisait, clairement engueuler par mon oncle, sur sa façon de m'éduquer parce qu'il ne m'empêchait pas de me maquiller. Donc enfin voilà quoi, j'ai grandi un petit peu dans cet environnement où, j'étais à moitié, comment dire? On me on m'imposait pas trop de choses, mais on m'imposait quand même certaines choses et je ressentais une sorte de violence indirecte, mais en même temps, elle était pas franche cette violence. Donc quelque part, j'étais contente parce que je connaissais aussi des filles qui elles, enfin, ont eu comment dire? Une éducation un petit peu plus stricte. Donc de ce point de vue-là, j'étais quand même contente, mais j'étais pas pleinement contente. J'aurais aimé que ce soit un petit peu différent. Et puis surtout, je veux dire, en fait, j'ai commencé à comprendre que je grandissais dans 2 mondes différents. Le monde de ma famille et le monde de mon groupe d'amis. Et j'ai surtout enfin, j'ai compris que, alors je sais pas, c'est peut-être que j'avais pas confiance enfin, je suis sûre qu'en fait, que j'avais pas confiance en moi, que j'avais un certain manque d'assurance, mais surtout j'avais envie d'être acceptée de tous, en fait. J'avais envie d'être acceptée de mon groupe, enfin de ma famille et de mon groupe d'amis. Et c'est là que, et j'avais peur d'être exclue et je sais que, enfin les amis, le groupe social en fait, enfin le groupe d'amis en fait, c'est un groupe impitoyable, hein. On a besoin d'être, enfin je veux dire on cherche, l'assimilation, on cherche à être tous un peu pareils, sinon on est, moqués, on est jugés, on est exclus. Et donc je voulais, plaire à tout le monde à ce moment-là et évidemment, il était inconcevable pour moi, de dire, à mes amies que j'avais pas le droit de me maquiller ou que j'avais pas le droit de m'habiller de telle ou telle manière alors qu'elles, elles avaient le droit. Enfin, j'allais être jugée, j'allais être moquée donc évidemment, je niais tout ce qui se passait chez moi et je faisais comme si, je disposais de ma totale liberté et que je faisais mes choix, sans aucune pression. Et donc je voulais faire comme mes copines, je voulais faire illusion, donc je me cachais en fait, hein. Je m'habillais un peu comme elles, donc on commençait à tester, je sais pas moi, comme les jeunes femmes, donc de mettre des décolletés, s'habiller un petit peu moulant et ben moi je me cachais sous un gros manteau et puis un jour ma mère m'a vue. Ma mère a vu que, j'avais mis, un décolleté et alors là, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, mais tellement elle est lourde de sens et tellement en fait à ce moment-là, en fait, elle a mis des mots sur tout ce que je ressentais jusqu'à présent. Elle m'a dit: «Amina, tu peux mettre des décolletés aussi plongeants que tu veux, tu ne t'appelleras jamais Sophie».
Je crois que c'est en fait, j'ai pas envie de diaboliser ma mère, hein, parce que, je l'aime vraiment et que, comment te dire? Enfin, elle a pas souvent été, comment dire? Elle m'a pas souvent traumatisée, mais alors celle-là, cette phrase-là m'a traumatisée. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, enfin, c'est clair et net, je suis différente. Je suis pas comme, les amis, avec qui, je passe le plus clair de mon temps. Je suis pas comme elles». Donc à ce moment-là, ouais, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment fait mal au cœur et surtout, enfin, je me suis dit: «Mais, enfin, comment je vais» en fait, je me suis posé plein de questions sur l'avenir. Comment faire pour, bah, me faire accepter de tous? Parce que c'était vraiment devenu mon but. C'était devenu mon but. Bref, donc à ce moment-là, j'ai aussi commencé pour finir avec mon rapport avec la religion, j'ai aussi commencé à me questionner, vu qu'on m'avait pas en fait, transmis, ces explications. On m'avait pas transmis les fondements de toutes les interdictions qu'on m'avait listées. Donc j'ai dû faire ce travail un petit peu de mon côté et c'est là que, bah, j'ai commencé à me renseigner, mais non sans culpabilité quand même, hein, parce que quand on se renseigne sur la religion, en général, ce qu'on fait, c'est que, bah, c'est qu'on la remet en cause, c'est qu'on la questionne et évidemment que, au enfin, les premiers temps de cette remise en question, c'était beaucoup de culpabilité et aussi, enfin, j'avais peur. Clairement, j'avais peur de ce que j'étais en train de faire. Parce que, c'est clairement pas la pratique, hein. On discute pas le sacré, je l'ai bien compris et voilà et le peu de conversations avec ma mère que j'ai eues sur, «Mais, maman», enfin j'étais jeune donc je me rendais pas forcément trop compte de ce que j'étais en train de faire, mais j'expliquais à ma mère que je me questionnais. C'est la seule fois où j'ai expliqué à ma mère quoi que ce soit par rapport à la religion. Après, il y a plus jamais eu de débat, tellement je sais, que le sujet est sensible. Et ma mère m'avait dit: «Mais Amina, regarde tout ce qu'il y a autour de nous, ça peut pas être que l'homme» et OK, bon, bah, OK. Sur le moment, je me suis dit: «OK» et puis, après j'ai compris que, il y avait, bah, des explications alternatives, qu'on pouvait aller chercher ailleurs, d'autres explications et puis surtout qu'en fait, le sacré peut se discuter, on peut questionner, ne serait-ce que pour renforcer sa foi, mais en tout cas ça existe, ça se fait. Et puis, j'ai découvert donc qu'il y avait, d'autres formes, de croyances, qu'il y avait, enfin que clairement ce qu'on m'avait transmis n'était pas si immuable que ça. Et à partir de ce moment-là, bah, ça a été un long processus. J'ai pas arrêté, de croire du jour au lendemain évidemment, mais, du enfin doucement, 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 je me suis éloignée de la religion. Je me suis éloignée de la religion d'abord comme, comment dire? Elle a la religion, en fait, dans un premier temps, a cessé de structurer ma vie et d'expliquer tout ce qui est autour de moi et puis ensuite, elle a carrément, en fait, cessé de faire partie de ma vie, tout simplement. Mais tout en étant, encore dans une famille complètement croyante et complètement musulmane et enfin, pour, une partie de ma famille comme, par exemple, mon père, parce que, la culture est omniprésente depuis toujours et puis pour, par exemple, des personnes comme ma mère parce que, bah, parce que, la religion continue d'avoir, toutes les fonctions, traditionnelles qu'elle a et surtout, surtout peut-être même la fonction affective et donc évidemment ce processus est resté secret, de A à Z, vis-à-vis de ma famille et de ma famille, proche autant de ma famille éloignée. Après il y a des signes, hein, je fais plus le ramadan depuis quelque temps, mais bon, j'ai d'autres excuses, je travaille beaucoup, je ça me permet enfin ça me pardon, je travaille beaucoup, donc j'ai pas, je dispose pas de, enfin j'arrive pas, en fait, tout simplement, je n'y arrive pas physiquement, je n'y arrive pas. Mais enfin voilà quoi, donc il y a des signes, évidemment, je fais pas la prière, mais il y a des signes et pour autant, j'en ai jamais, et j'ai évidemment jamais été, très claire là-dessus. Heu, mais bon, voilà. Donc ce processus est complètement resté secret et aujourd'hui, en fait, je continue à faire, en sorte de, comment dire? De maintenir l'illusion vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de ma famille, bah, que, au moins enfin, que je crois en Dieu, enfin même si je ne pratique pas, ça c'est clair et net, mais qu'au moins je crois en Dieu et je continue aussi à faire enfin je continuais à faire, illusion
auprès, de mon groupe d'amis et auprès, de mes collègues et auprès de tout mon entourage, autre, que, je suis comme eux, que je viens d'une famille où on est libre de ses choix et je fais un peu ce que je veux et puis ma famille est très intégrée et puis moi aussi et puis vous inquiétez pas, je réponds pas du tout, heu aux clichés, des familles traditionnelles arabes parce que tout simplement, en fait, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me moque et j'ai peur qu'on m'exclue. Et puis, en même temps que ce processus se faisait, évidemment, j'ai commencé, à me poser des questions, par rapport aux relations amoureuses avec des hommes et par rapport à ça, en fait, très tôt, ma mère m'a expliqué, hein, qu'on pouvait lier des amitiés avec des hommes français ou avec des hommes tout court, non musulmans, mais que, ça s'arrêtait là. C'est des amitiés et ce sera pas plus. Et je pense qu'elle s'est sentie obligée de me le dire expressément parce que pour le coup, nous, on parle pas. On parle pas de tout ça, on dit quasiment rien dans notre famille, on se parle pas beaucoup, hein, c'est très superficiel, c'est la vie de tous les jours, c'est tout ça, mais on ne parle pas de sujets comme ceux-là. Et là, je pense elle a eu besoin de me le dire expressément parce qu'elle sait que, enfin, on habite en France et que je suis entourée de gens qui, du coup, n'ont pas les mêmes contraintes que moi et elle s'est sentie obligée de me dire, n enfin, en gros: «Ne crois pas que tu vis comme eux. Ne crois pas que toi, tu n'es pas soumise à des contraintes vis-à-vis de ça». Donc elle m'a expliqué ça et bon, encore une fois, je suis différente. Encore une fois, je il y a un je sens une différence et avec les hommes, parce que mon frère, lui, n'a pas été destinataire de ce genre d'informations et avec, les femmes qui m'entourent typiquement, Sophie, hein, qui n'existe pas, mais qui est, l'archétype, de la jeune fille, française athée, quoi. Hem, donc bon, j'étais un petit peu perdue. Encore une fois, je grandis dans 2 mondes complètement différents et encore une fois, je me dis: va falloir créer l'illusion de part et d'autre. Je me suis enfin, jamais demandé, en fait, hein, jusqu'à maintenant, je sais plus, je suppose que j'étais, aux alentours de, 15-16 ans. Je me suis jamais demandé ce que moi je voulais, hein. Je veux dire, à chaque fois, c'était, plaire aux autres et surtout faire illusion. Faire illusion, je m'intègre dans votre groupe, dans le groupe de ma famille, d'autant que dans le groupe de mes amis. Je m'intègre, je suis comme vous. Heu et puis évidemment, du coup, on commence, à se cacher quoi et à faire comme tout le monde, mais enfin, comment dire? J'ai évidemment, commencé à faire comme mes amis, donc à me rapprocher de certains garçons, mais comme tout le monde en fait au collège, au lycée. Je me suis, évidemment rapprochée d'un garçon, mais toujours, le premier, je crois que c'était au lycée du coup. Toujours évidemment, en cachette, donc mon premier petit ami en cachette, évidemment. Mais à ce moment-là, en fait, c'était pas très gênant parce que, c'était un petit peu la pratique de vivre en cachette les premières relations quand on est au lycée. Donc c'est pas gênant socialement, en fait, de devoir cacher son petit copain. En tout cas à ce moment-là. Et puis, évidemment, enfin, je fais illusion, mais il y a certaines choses sur lesquelles je n'ai pas la main et là, c'est des problèmes qui ont commencé plutôt, quand j'étais à la fac, donc quand j'étais autour de la vingtaine. J'étais obsédée par, toutes les questions de relations amoureuses et tout et je voulais savoir, en fait, les filles qui me ressemblent, donc des maghrébines qui ont vécu, qui vivent dans des familles musulmanes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Donc encore une fois, moi, j'ai pas la capacité de décider toute seule. Vous faites quoi vous? Est-ce que, vous appliquez, toutes, les lois islamiques? Est-ce que vous les appliquez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous le faites pour vos parents? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Et il y avait de tout. Il y avait de tout, il y avait de tout autour de moi et je ne savais pas. Moi, je ne savais toujours pas ce que je voulais et je me suis dit, que j'allais juste me laisser vivre et voir ce que l'avenir me réserve, sans essayer sans essayer d'avoir le contrôle sur tout ça, je ne savais absolument pas ce que je voulais pour moi et c'est fou parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas encore fait le constat, hein. J'ai fait le constat que très récemment qu'en fait, pendant, 28 années, j'ai vécu pour les autres, en fait. J'ai vécu pour que les autres, m'intègrent.
Et donc j'ai rencontré un garçon, c'était en 2018, j'avais, 22 ans. Pardon. J'avais 22 ans, j'ai rencontré un garçon, qui était en fait dans mon groupe d'amis et on s'est tout de suite très bien entendus. On s'est en fait, bah, tout simplement, on est tombés amoureux l'un l'autre. Il est évidemment français, non musulman et évidemment et c'est là-dessus que j'ai plus la main pour faire illusion, il était évidemment, inconcevable que je le présente à mes parents. Tandis que chez lui, c'est une pratique courante, donc très rapidement, lui m'a présenté à ses parents. Moi, je ne l'ai jamais présenté, on est restés 5 ans ensemble. Je ne l'ai jamais présenté à mes parents et à ce moment-là, bah, dans ma tête, j'étais encore, comment dire? Je ne m'affirmais pas, je n'expliquais rien, j'étais très secrète sur ma famille. Autant j'étais très secrète au sein de ma famille sur ce qui se passait ailleurs, autant j'étais très secrète aussi au sein de mon couple et de mon groupe d'amis sur ce qui se passait au sein de ma famille. Et évidemment donc je ne disais rien, enfin je faisais croire sans trop en parler qu'en fait il n'y avait aucune différence et je n'expliquais surtout pas pourquoi je ne le présentais pas à mes familles, hein. Je me contentais d'un évasif, «Je suis pas prête». Je disais rien et évidemment la question se posait parfois mais voilà je faisais, je m'attardais pas sur la question et si bien que, forcément en fait ça alimentait des moqueries, de la part, du groupe d'amis de mon copain et de l'époque et donc j'ai évidemment entendu, parfois, des suppositions sur le fait que, je venais potentiellement d'une famille, de djihadistes, que mon père portait la grosse barbe et que si un jour, il tombait, sur, mon ex, bah, il allait forcément le trucider, enfin ce genre de choses quoi et ça me faisait tellement mal au cœur parce que je me disais en fait à force d'être évasive, bah, finalement, je mets pas fin à toutes ces suppositions qui sont mais complètement, fantaisistes, quoi. Donc peut-être que, à ce moment-là, je me suis posé la question, soit, est-ce que ce serait pas plus simple de, bah, d'être en couple avec un maghrébin tout simplement parce que lui, il se poserait pas ce genre de questions? Ou est-ce que faudrait pas que, bah, je communique en fait, que je communique sur, bah, sur ma famille, sur pourquoi, sur enfin bon. Et évidemment, j'ai rien fait de tout ça, je suis restée dans cette relation jusqu'à ce que ça se termine pour des raisons complètement étrangères aux questions de culture et de religion. Mais à ce moment-là, évidemment, j'étais profondément triste. C'était ma première re vraie «relation» entre guillemets d'adulte, ma première relation où il y avait autant d'amour évidemment, ça s'est terminé et en fait, j'étais très triste, mais j'ai ressenti une forme de soulagement aussi. Ce soulagement de ne plus avoir à mentir à tout le monde et j'ai été mais j comme si on m'avait délivrée d'une pression que je ressentais sans forcément être consciente de la ressentir et d'un coup, je me suis sentie mais tellement légère. Donc j'ai ressenti cette sensation-là, j'étais bien à ce moment-là. J'étais triste, mais j'étais bien et de toute façon, ça devait se finir avec ce garçon, donc voilà. Et puis, bah, quelques mois après, 6-7 mois après, j'ai rencontré un autre garçon, toujours, français, toujours non musulman, parce que c'est pas moi, en fait, de privilégier la religion à l'amour. Parce que c'est pas moi de privilégier, enfin c'est pas mes principes. Parce que finalement, je j'arrête pas de dire jusqu'à maintenant que, j'ai jamais su ce que je voulais, mais je crois que ça, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que pour moi, enfin j'ai toujours été une amoureuse de l'amour et surtout en fait bah, une humaine avant tout et j'ai jamais voulu privilégier quoi que ce soit d'autre avant l'humain. Et donc j'ai rencontré un garçon et on s'est tout de suite très bien entendus, mais tout de suite j'ai voulu me protéger de tout ça en lui disant: «On s'entend bien, on se voit, on se parle, on rigole, mais on peut passer des bons moments ensemble, mais je veux pas entendre parler de couple parce que c'est trop lourd pour moi». Évidemment, je lui ai pas dit tout de suite. J'avais pas conscience tout de suite, hein, pourquoi le couple était aussi lourd pour moi. Mais en fait, le couple est lourd pour moi, je le sais aujourd'hui, je l'ai compris après, parce qu'il veut dire trop de choses, ça implique trop de pression pour moi de dire à un garçon que je suis en couple avec lui. Ça implique trop de mensonges, en fait, de part et d'autre, du côté du couple comme du côté de la famille. Ça implique aussi énormément de, comment dire? Enfin,
j'ai une responsabilité envers mon couple, que je ne suis pas sûre, en fait, de pouvoir tenir. Et puis ça implique des projets, et je suis pas sûre non plus de pouvoir le faire. Donc tout de suite, j'ai dit au couple: «Non». Non au couple, et bien sûr, en fait, j'avais peur de repartir dans, bah, tous les mensonges qui ont caractérisé les 5 années, précédentes. Et donc mais bon, bah, du coup, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, et finalement, bah, en fait, dans les moments où je réfléchis pas trop, parce qu'il y en a dans ma vie des moments où je réfléchis pas trop, où je me laisse vivre et je me dis: «Bon, on verra plus tard», et bah, dans ces moments-là, en fait, je me suis laissée prendre dans cette histoire d'amour, du coup, qui, dure encore aujourd'hui. Les choses sont un peu différentes par rapport à, du coup, mes, 15-16 ans où, c'était la pratique courante, en fait, de pas forcément dire à ses parents et de se cacher. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, bah, j'ai, commencé cette relation à 26-27 ans. Là, je viens d'avoir 29 ans. Et évidemment, à presque 30 ans, c'est pas normal de se cacher. Quand on est en couple, c'est pas normal de ne pas dire à ses parents qu'on est en couple, et donc je dois justifier ça aujourd'hui. Il y a une différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, je m'affirme beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ose dire aux gens qui m'entourent, j'ai plus honte de dire: «Mes parents sont d'une culture différente. Je suis issue d'une culture différente». J'essaye de concilier. J'essaye de créer l'équilibre, parfois en me perdant dans tout ça. Aujourd'hui, j'ose le dire, et j'ai plus peur, qu'on se moque de moi, j'ai plus peur qu'on me juge, ou qu'on m'exclue, parce qu'en réalité ça n'arrive pas, enfin je suis entourée de gens intelligents. Il y a plus de difficulté, par rapport à ça. J'ai expliqué, contrairement à mon ancien petit copain, je lui ai expliqué pourquoi je le présentais pas à mes parents, tout de suite. Il approuve pas, il comprend pas parce que, les cultures sont très différentes. Enfin, je veux dire, lui, il est dans une famille où on parle de tout. Il est dans une famille où on accepte tout, où les choix des uns, enfin, n'engagent qu'eux, et surtout où les enfants sont libres de faire leurs choix sans que leurs parents n'interviennent ou n'imposent quoi que ce soit. Et donc il comprend absolument pas comment, mes parents peuvent avoir autant, le droit de s'immiscer dans ma vie. Ça, il le comprend pas, il l'approuve absolument pas, mais il le tolère. Il le tolère, et c'est tout ce que je lui demande. Je lui demande pas du tout d'approuver, je lui demande pas du tout de comprendre, je lui demande juste de tolérer, et c'est ce que je demande en réalité à un peu tout le monde, en fait, hein. Je demanderais ça aussi à ma famille. Je le demande pas, en fait, je leur demande dans mes rêves, mais je le demande pas vraiment. Hem Donc si de ce point de vue-là, j'ai un petit peu évolué, il y a évidemment un problème sur lequel aujourd'hui je vois toujours pas d'issue, bah, c'est ma famille. Parce que ce que j'ai réussi à faire avec mon groupe d'amis aujourd'hui, c'est-à-dire, bah, juste m'affirmer, assumer et demander, de la tolérance, je suis incapable de le faire avec ma famille. Je suis incapable de le faire avec ma famille, tout simplement parce que, c'est principalement parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que j'aime ma famille plus que tout, et parce que j'ai aucune vraie raison de leur en vouloir, si ce n'est qu'effectivement, j'ai beaucoup souffert jusqu'à aujourd'hui de toutes ces différences, de toutes ces interdictions, de toute cette distinction. J'ai beaucoup souffert aussi du manque de communication, j'ai beaucoup souffert du fait qu'on m'ait jamais vraiment expliqué. J'ai j'ai beaucoup souffert de ça, et je pense qu'effectivement, c'est une forme de violence complètement indirecte, bien sûr, mais c'est une forme de violence un petit peu symbolique, et j'ai beaucoup souffert de tout ça. Mais en fait, je les tiens pas pour responsables, mes parents, parce qu'ils ont baigné que là-dedans, pour eux, c'est le droit chemin, et ils sont pas forcément, ils sont pas je les tiens pas coupables, en fait, de tout ça. Et donc j'ai aucune raison de leur en vouloir. J'ai encore moins de raison de les faire souffrir en retour. Enfin, c'est pas ce serait pas sain, et malgré tout, j'ai envie de vivre ma vie. Aujourd'hui, je me sens empêchée d'avoir des projets. J'ai bientôt 30 ans, et aujourd'hui quand, mon copain me parle de projets, moi
bah, je me tais en fait, je n'ai rien à lui répondre. J'aimerais lui répondre en fonction de ce que je pense sincèrement et en fonction de ce que mais en fait, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que le cerveau de mes parents fusionne avec le mien et que je rentre dans un état où je suis plus capable de réfléchir, je suis plus capable de savoir ce que je veux moi. Il y a que mes parents qui pensent pour moi, ma famille qui pense pour moi et à ce moment-là, quand mon copain me parle, d'habiter ensemble, d'acheter un appart, de mariage d'enfants. En fait, moi, à ce moment-là, je me dis juste: «OK, qu'est-ce que vont penser mes parents? Ça va être la honte, ça va être, et puis le mariage, comment on va le faire? Parce que mes parents vont pas forcément accepter que je me marie, pas religieusement et est-ce que mon copain, lui, va accepter que» et puis je me retrouve dans un entre-deux. En fait, j'ai l'impression de me faire oppresser, d'être oppressée par, 2 mondes, 2 cultures et des injonctions de toutes parts, en fait, hein. Des injonctions de complète neutralité d'un côté, des injonctions, islamiques de l'autre, religieuses de l'autre encore une fois, je me perds dans tout ça. Enfin, je panique complètement, en fait, parce que je me dis: «Mais toi, tu veux quoi? Mais toi, tu veux quoi?» mais en fait, j'en sais rien de ce que je veux, encore une fois. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux juste contenter tout le monde. Je veux pas que mes parents soient déçus. Je veux encore moins que mes parents, parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe là-bas, que l'image de mes parents soit détériorée parce qu'ils auraient, entre guillemets, «pas réussi», avec leur fille. Enfin, voilà. C'est des sujets avec qui que j'aborde pas trop. J'aborde pas Mmh. trop ces sujets-là pour des raisons, diverses. J'ai commencé à en parler de plus en plus et à me rendre compte qu'en fait, j'aurais pas forcément dû, tu vois, garder tout ça pour moi. Et quand j'en parle, on me dit souvent, mais et ça me fait rire quand on me dit ça, on me dit: «Mais Amina, peut-être que, tu exagères un petit peu la réaction de tes parents, le jour où tu vas leur annoncer». Peut-être qu'au final, tes parents, comme tous les parents, ce qu'ils veulent, c'est avant tout le bonheur de leur enfant et ça me fait rire quand on me dit ça parce que en réalité, c'est vrai, j'ai jamais parlé avec mes parents, en fait. J'ai jamais parlé avec mes parents de tout ça et peut-être que la clé, en fait, ce serait juste la communication. Peut-être qu'en effet, pour sortir de tout ça, il faudrait communiquer. Peut-être que, jusqu'à aujourd'hui, justement, j'ai déploré le fait qu'on m'ait rien expliqué, qu'on m'ait balancé un petit peu, tout, à la gueule sans jamais forcément m'expliquer les fondements de tout ça, les raisons d'être de toutes ces règles et peut-être que justement, c'est à mon tour aujourd'hui, d'avoir des explications envers mes parents. De leur expliquer pourquoi, enfin comment tout ça s'est passé, pourquoi, j'ai fait les choix que j'ai faits, pourquoi c'est pas forcément une mauvaise chose et on m'a aussi dit un jour: «Mais, est-ce que tu penses pas que, le fait d'avoir, tenu tête à tout ça, le fait de t'être entre guillemets «battu» avec toi-même, hein, parce qu'en réalité je me suis battue avec personne si ce n'est avec moi. Peut-être, que, le fait de t'être battu avec toi-même comme ça pour ta liberté, est-ce que ça rendrait pas finalement, pas tout de suite, mais un jour, ta mère fière de toi? Parce que justement elle, heu, elle l'a pas fait et peut-être qu'elle voulait le faire, peut-être mais tout ça, elle serait très inconscient, hein, évidemment. Est-ce que ça rendrait pas ta mère fière de toi? J'en sais rien. Je pense que, de toute façon, enfin, je suis encore, hein, honnêtement dans un comment dire? Dans un entre-deux où je suis en train de me demander si je me demande encore aujourd'hui, est-ce que je me sacrifierais pas pour le bonheur de mes parents? Je me pose encore la question. Je réponds très vite que non, mais la question revient, la question rejaillit quand même, de temps en temps. Et heu et puis, je sais pas, je me sens pas encore la force en fait, d'assumer, à mes p avec en face de mes parents. Je me sens pas encore la force de leur dire tout ce que j'aimerais leur dire parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai quand j'étais plus jeune, j'avais peur de la sanction. Aujourd'hui, j'ai pas peur de la sanction. J'ai peur de la déception, j'ai peur de la tristesse de mes parents. J'ai envie de les protéger, en fait, de les protéger alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément été capables de me protéger, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de les protéger. Je dirais que par période, je me sens mais comment dire? Je me sens écrasée par toute cette pression.
Il y a certaines périodes, notamment peut-être aussi les périodes de Noël, les périodes des fêtes de fin d'année, où en fait je me rends compte bah, que j'arrive pas à réunir tous ceux que j'aime en fait, tout simplement. Donc mon copain et ma famille. J'arrive pas à réunir tous ceux que j'aime. C'est aussi un moment où je me dis que je vis jamais pleinement en fait, ni quand je suis avec ma famille, ni quand je suis avec mon copain. Parce que quand je suis avec mon copain, j'ai une pensée pour ma famille, quand je suis avec ma famille, j'ai une pensée pour mon copain. Et donc c'est à ces moments-là que je suis vraiment très, très triste et que j'ai besoin de juste d'extérioriser un maximum, j'ai besoin de parler. Dans mon quotidien, je trouve pas, de personnes, enfin je trouve qu'on est quand même un petit peu, on a l'impression que nos problématiques n'existent que, pour nous. On se sent très seul face à tout ça, alors qu'en réalité c'est un combat qui n'a rien à envier aux autres combats que les femmes ont menés jusqu'à maintenant. Même si, notre combat concerne pas toutes les femmes, il en concerne quand même beaucoup. Et on m'a déjà dit, mais quand il y a des moments où je me sens terriblement coupable, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de la religion musulmane, vis-à-vis de la culture, je me sens terriblement coupable. Je me dis comme ils diraient eux finalement, hein, je suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne femme, je suis pas. Quand je me sens coupable, à ce moment-là, je repense à une phrase qu'on m'avait dit. On m'avait dit: «Mais, heu, affirme-toi et surtout, tu es comme ces femmes qui portent le même combat que toi». Bah, la lumière, en fait, tout simplement. La lumière dans, tout ce qui pourrait, sans jugement, mais tout ce qui pourrait être considéré comme une certaine forme d'obscurité. Et on m'a dit: «Mais sois fière et ne t'en veux pas et surtout, enfin, comment dire? Oui, sois fière en fait de porter ce combat et d'être une sorte de lumière, alors même qu'on voudrait te faire croire que finalement tu incarnerais le mal. Ne te laisse pas convaincre, ne te laisse pas convaincre par tout ça». Et donc c'est pour ça que je voulais parler et aujourd'hui, c'est pour, comment dire? C'est pour, continuer sur cette voie, sur cette voie qu'on a tenté de m'ouvrir, cette voie où en fait on serait pas, l'incarnation du mal et on serait plutôt les lumières dans l'obscurité.